Bonjour à tous, nous allons travailler aujourd'hui sur ce 10e chapitre concernant le sang et nous allons voir un peu plus en détail quelles sont ses caractéristiques. Donc pour rappel, le sang est un tissu qui est un tissu conjonctif, c'est-à-dire qu'on va trouver différentes cellules en suspension dans une matrice qui va être appelée plasma. Les tissus conjonctifs, pour rappel, sont des tissus qui ont une structure plutôt désorganisée. Donc pour déterminer un petit peu les composés du sang, on va utiliser une centrifugation, où on va retrouver dans ce qu'on appelle le surnageant tout ce qui compose le plasma, et on va retrouver au fond du tube, donc ce qui compose notre culot, les éléments dits figurés. Donc on peut voir que le plasma compose environ 55% du tissu sanguin, tandis que les éléments figurés vont en composer environ 45%. Au niveau du plasma, on va retrouver environ 90% d'eau et on va également retrouver des ions. Parmi ces ions, on va retrouver certains éléments qui vont avoir un rôle très important au niveau de l'équilibre acido-basique de l'organisme, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de maintenir le pH de l'organisme à 7,4. On trouve également un équilibre osmotique qui va être joué par ces mêmes ions, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que les phénomènes d'osmose et la réabsorption de l'eau soient régulés au sein de l'organisme. Parmi ces différents ions, on retrouve notamment le sodium, le calcium ou notamment le potassium qui vont jouer un rôle important au niveau de la contraction musculaire et au niveau des messages nerveux. On retrouve également certaines protéines plasmatiques, la plus connue étant l'albumine, qui vont jouer un rôle important dans tout ce qui va être la viscosité du sang. On a également de nouveau une pression osmotique qui va être exercée par ces protéines plasmatiques, c'est-à-dire qu'elles vont faire en sorte qu'une différence de pression se réalise entre le sang et le liquide interstitiel, afin justement de jouer sur les phénomènes d'osmose. Donc pour rappel, le liquide interstitiel, ça va être tout le liquide qui joue le rôle d'intermédiaire entre les cellules et les capillaires sanguins. On retrouve également différentes protéines qui vont être impliquées dans la coagulation, dans la défense de l'organisme, notamment au niveau des anticorps, aussi appelés immunoglobulines. Et on va retrouver également des protéines qui vont permettre de transporter les lipides dans le sang. Le plasma joue donc le rôle de zone de transport, notamment pour les nutriments, les déchets métaboliques et différentes hormones. Au niveau des éléments figurés, c'est-à-dire au niveau des cellules que l'on va retrouver dans le sang, on retrouve notamment ce qu'on appelle des leucocytes, qui vont jouer un rôle important dans le système immunitaire. On retrouve également des plaquettes, qui vont jouer un rôle dans la coagulation et qui sont présentes, qui sont bien plus petites que les leucocytes que l'on peut observer. Et on va retrouver tout à la fin des érythrocytes ou également globules rouges qui vont jouer un rôle important dans le transport du dioxygène, mais également dans le transport du CO2. Donc pour regarder un peu plus en détail ces érythrocytes ou globules rouges, ce sont les cellules les plus abondantes au niveau du tissu sanguin. C'est-à-dire qu'on en retrouve dans nos 5 litres de sang qui composent notre organisme, on va avoir environ 25 millions de globules rouges. Ces globules rouges sont de petites cellules qui ont un aspect plutôt biconcave. Et en fait, cet aspect un peu creusé est dû au fait qu'elle n'est pas d'organite. C'est-à-dire que ce sont des cellules qui n'ont pas de noyau, qui n'ont pas de mitochondries. Elles ont quasiment rien à part des molécules d'hémoglobine. Donc les molécules d'hémoglobine sont des protéines globulaires qui ont une structure quaternaire. C'est-à-dire qu'elles sont composées de 2 chaînes bêta et de 2 chaînes alpha qui vont être associées pour former l'ensemble de l'hémoglobine. On retrouve également un groupement non protéique qui est appelé M et qui porte un atome de fer qui va permettre de fixer l'oxygène. Au niveau des leucocytes, donc ils vont donc jouer un rôle important dans le système immunitaire. On va en retrouver différentes catégories qu'on va regrouper en granulocytes qui vont être les plus importants, les plus abondamment retrouvés des leucocytes dans le sang, puisqu'on en retrouve environ 70%. On retrouve également des lymphocytes divisés en lymphocytes B et lymphocytes T que nous allons voir un peu plus en détail lorsqu'on traitera du système immunitaire. Et enfin, on va retrouver tout ce qui va être monocytes, qui devient plus tard des macrophages et qui vont être très importants dans ce qui s'appelle les phénomènes de phagocytose, c'est-à-dire la capture
que ce soit d'éléments pathogènes comme des bactéries ou d'autres éléments provenant de cellules de notre organisme qui pourraient être toxiques. Donc parmi les leucocytes dans la catégorie des granulocytes, on va retrouver ceux qui sont neutrophiles. Ça va être ils vont être présents en grande quantité et on les reconnaît parce qu'ils ont un noyau qui va être plurilobé. On va retrouver plusieurs lobes au niveau du noyau. Ils vont être vraiment très importants dans tout ce qui va être la phagocytose, surtout des bactéries. Pour les éosinophiles, on va retrouver un noyau qui sera bilobé avec seulement 2 lobes et qui vont être importants pour ce qui va être la destruction de différents vers parasitaires. On va retrouver des granulocytes basophiles également qui ont des granulations violacées au niveau du cytoplasme et qui vont permettre de libérer certains médiateurs chimiques, donc certaines molécules comme l'histamine, qui va être particulièrement importante au niveau de la réaction inflammatoire. Tous les éléments figurés que l'on retrouve dans le sang ont un seul précurseur commun qui est la souche hématopoïétique ou la CSH, donc pour cellule souche hématopoïétique. Donc cette cellule souche va proliférer et se différencier en cellules souches lymphoïdes qui vont donner toute la lignée des progéniteurs et des précurseurs que l'on retrouve ici pour former des lymphocytes, que ce soit les lymphocytes B ou les lymphocytes T. Et on retrouve toutes les cellules souches myéloïdes, donc qui vont former toute la lignée des progéniteurs et précurseurs des érythoblastes et des différents éléments qui vont composer notamment les plaquettes au niveau des thrombocytes, mais également tous les éléments qui vont être les granulocytes et enfin les monocytes ici. Donc la moelle osseuse hématopoïétique va être localisée principalement dans ce qu'on appelle la moelle osseuse rouge. La moelle osseuse qui est donc divisée en une partie rouge qui va être le siège de l'hématopoïèse et une partie moelle jaune qui va être par contre plutôt une partie adipeuse. Donc tout ce qui va être l'hématopoïèse va être un peu plus importante au niveau de certains os, notamment les os du sternum, les vertèbres, les os iliaques, notamment que l'on retrouve au niveau des hanches, et également au niveau des extrémités de certains os longs, comme le fémur. Donc tout ça, c'est uniquement au niveau de l'organisme adulte, puisque pour les enfants, on va trouver de l'hématopoïèse qui va pouvoir se faire dans différents organes, donc bien avant la naissance, donc plutôt au niveau du fœtus, au niveau du foie et de la rate. Donc tout ce qui va être ici la différenciation des cellules souches lymphoïdes qui va se trouver de ce côté-là pour former des progéniteurs de lymphocytes B et T va être sous l'influence de certains facteurs appelés interleukines et également de facteurs de croissance de CSF, donc facteurs de croissance des colonies. Ça va permettre des bonifications du noyau, d'avoir l'apparition de ces lobes multiples ou également d'avoir une acidification ou au contraire une basification du cytoplasme. Pour les cellules souches à l'origine notamment des érythrocytes, on va trouver un fort impact d'une hormone qui va être l'EPO, que nous allons voir un peu plus en détail après. Donc lorsqu'on observe le cycle de vie des érythrocytes, on peut voir au niveau de la moelle osseuse rouge que nous avons notre cellule souche hématopoïétique qui va permettre la formation d'un précurseur des cellules souches myéloïdes. Et sous l'action de l'EPO qui est produite par les reins, on va avoir différenciation de ces cellules pour former des globules rouges ou érythrocytes qui vont ensuite circuler dans le sang pendant environ 120 jours. Lorsque les globules rouges ont atteint leur fin de vie, ils vont être détruits par phagocytose, principalement dans la rate, mais également dans le foie. Donc ils sont détruits par des macrophages ou des monocytes. Il va y avoir ensuite tout un métabolisme catabolique qui va se réaliser au niveau de l'hémoglobine afin de récupérer la partie protéique, donc les globines, mais également de récupérer le fer pour former de nouveaux érythrocytes. Donc pour comprendre un petit peu plus en détail ce qui se passe lors du catabolisme de l'hémoglobine, donc nous avons l'hémoglobine qui va donc être dégradée de façon à récupérer la globine
pour de nouveau synthétiser de nouveau l'hémoglobine qui va être réutilisée dans de nouveaux érythrocytes, soit telle quelle, soit une fois qu'elle a été protéolysée, donc séparée avec les acides aminés libres que l'on va retrouver ici, qui vont de nouveau permettre la synthèse d'une nouvelle hémoglobine. Le groupement M, qui donc n'est pas protéique, va subir deux choses. D'une part, il va avoir élimination de son groupement fer, que nous verrons un petit peu plus tard, ce qui va lui arriver dans son cycle en fait, de stockage et de récupération. Et pour toute la partie qui est donc retrouvée ici, l'hème va être soumis à une enzyme qui est l'hème oxydase. Cette hème oxydase va donc oxyder l'hème, ce qui va permettre d'obtenir une molécule appelée biliverdine, que l'on retrouve ici. Associée à une réuctase, cette biliverdine va ensuite former de la bilirubine, qui va être une molécule ici qui va être hydrophobe, mais liposoluble. Donc la bilirubine qui est liposoluble va devoir être transportée dans le plasma. Malheureusement, elle ne peut pas puisqu'elle est hydrophobe. Donc elle va être associée à une protéine présente en grande quantité dans le plasma qui est l'albumine. Elle est associée à l'albumine pour rejoindre un organe qui va être ici très important, à savoir le foie. À l'intérieur du foie, la bilirubine va subir l'action de l'acide glucuronique ici, qui va permettre d'obtenir de la bilirubine conjuguée. Une fois que la bilirubine est conjuguée, cela veut dire qu'elle va être plus facilement transportable puisqu'elle est à présent soluble. Elle est plus hydrophobe, elle est à présent plutôt hydrophile. Donc cette bilirubine conjuguée va ensuite être sécrétée par voie biliaire et va donc rejoindre l'intestin. Au niveau de l'intestin, elle va subir l'action de différentes enzymes bactériennes qui vont permettre de produire des pigments biliaires, donc qu'on retrouve ici sous le nom de urobilinogènes ou stercobilinogènes, qui vont être en grande majorité éliminés donc dans les matières fécales. Néanmoins, on va avoir une petite partie de ces pigments biliaires qui vont ensuite rejoindre de nouveau le foie et vont être utilisés dans le rein pour produire de l'urobiline qui va être éliminée au niveau des urines et c'est ce qui donne cette coloration jaune. Dans le cas où on a un excès de bilirubine, ce qui peut arriver dans le cas où on a une hémolyse qui est pathologique, donc qui est supérieure à l'hémolyse naturelle, on va se retrouver à avoir de la bilirubine qui va être libérée dans notre organisme, et ce qui va donner un aspect jaune, notamment à notre peau, nos muqueuses, qui va être à l'origine donc d'une pathologie qui s'appelle la jaunisse ou ictère. Par la suite, le fer va également être métabolisé. Donc si on regarde ici, on est de nouveau au niveau de notre globule rouge qui est détruit par les macrophages au niveau de la rate notamment. On a l'hème qui a été transformé en bilirubine dont on a vu ensuite tout son métabolisme et donc au niveau du fer, on peut voir que le fer va être transporté et va rejoindre le sang grâce à des transporteurs qui sont particuliers, qui sont spécifiques du fer et qui sont appelés ici les ferroportines. Donc le fer va ensuite rejoindre la circulation sanguine et va être stocké, notamment sous forme de ferritine. Il peut être stocké directement à l'intérieur de la cellule, ou il peut être transporté puis stocké, et un des organes les plus importants dans le stockage du fer va être le foie.